Bitcoin pourrait remplacer une monnaie fiat. Si ça arrive, ça veut dire que l'euro s'effondre. La réglementation est rarement propice à l'innovation. La protection des utilisateurs se fait souvent au détriment de l'innovation. Quand tu es un tout petit exchange, il faut que tu payes 100 000 € pour te mettre en conformité. En fait, tu les as pas. Donc tu te revends au rabais ou tu meurs. Il y a encore des arnaques dans la crypto, même s'il y a une réglementation. Comment gagner 1 million en 5 minutes? Forcément, ça clique. C'est souvent beaucoup plus le fait de 3 mecs dans leur garage. Salut à tous, merci d'avoir cliqué, vous êtes bien sur le Crypto Daily. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Claire Balva. Donc, elle est cofondatrice de Blockchain Partner, auteure, conférencière et VP chez Desblocs. Dans cette interview, on va parler du conflit entre la banque et les cryptos. On va parler de la régulation. Est-ce que le modèle bancaire traditionnel est dépassé? Comment améliorer l'expérience des utilisateurs financiers? Est-ce que la régulation va dans le bon sens? C'est l'heure de faire le point sur ces sujets. Salut Claire, comment tu vas? Salut, ça va et toi? Très content de te recevoir une nouvelle fois sur le podcast, c'est pas la première fois. Je te propose qu'on commence directement avec notre premier chapitre. Ça va être réinventer le secteur bancaire. Alors aujourd'hui, Claire, pour les banques et la crypto, c'est quoi les enjeux les plus importants pour ces dernières, donc pour les banques en France et à l'international? La plupart des banques ont déjà commencé à bosser sur le sujet crypto. La quasi-totalité des banques en France, et alors je parle même pas des États-Unis où elles sont encore plus avancées, ont des équipes qui sont à plein temps en interne sur les sujets crypto, qui nouent des partenariats avec des boîtes de custody par exemple, qui réfléchissent à sortir des produits retail. Je pense qu'il doit y avoir des dossiers en cours à l'AMF pour avoir certains agréments. Donc en fait, les banques, leur enjeu là principal, c'est de savoir comment se lancer. Okay. Jusqu'ici, elles ont pas trop forcé parce que elles voulaient pas y aller tant que la régulation était pas stable. Maintenant, avec MiCA qui arrive très prochainement, je pense qu'en 2025, on va voir un certain nombre de nouveaux services arriver dans le secteur bancaire. Parce que comme la réglementation est stable, les banques peuvent en interne convaincre leur compliance et leur dire regardez, maintenant il y a un cadre. Et puis on a une demande. En plus, on a une demande évidemment, donc on peut y aller. Donc on va arrêter de se faire bloquer nos comptes bancaires si on reçoit des virements de Binance, etc. Peut-être. Non. Je pense que ça, c'est deux sujets complètement séparés. Je pense qu'une banque peut très bien lancer son propre service, que ce soit pour ses clients les plus fortunés, par exemple, pour les aider à investir en crypto, ou alors même pour le retail, tu vois, faire une sorte d'activité de broker, par exemple. On pourrait acheter directement des cryptos. Tout à fait. Et continuer à bloquer les virements qui viennent de Binance. C'est pas du tout incompatible. Okay. Voilà, tout est possible. Comment ça, enfin, à partir du moment où on accepte les cryptos, imaginons une banque comme on peut le voir en Allemagne, qui propose de l'achat-revente de cryptos directement depuis son application bancaire, qu'est-ce qui pourrait justifier qu'on refuse un virement d'un acteur PSAN, pour la France par exemple? Binance étant PSAN en France. Alors, en fait, la banque, si tu veux, son obligation, c'est d'arriver à tracer les flux. Okay. Si elle considère que Binance est un acteur chez lequel il y a, beaucoup de blanchiment, chez lequel elle n'est pas capable de s'assurer que les flux sont propres, en fait, elle va juste pas accepter les virements, peu importe si elle fait déjà de la crypto ou pas. Elle va accepter les flux crypto qui sont liés à son activité de broker, parce que ça, elle peut les tracer. Mais Binance, si tu veux, en plus, c'est une boîte noire, c'est pas sur la blockchain. Donc, ouais, elle a le droit de mener cette politique-là, en tout cas. Ça voudrait dire que, en fait, les banques pourraient faire quand même ce qu'elles veulent, elles ne seraient pas obligées d'accepter les boîtes PSAN, même les boîtes PSAN régulées françaises? Pas plus qu'aujourd'hui. Pourquoi elles le seraient plus qu'aujourd'hui? Même avec une régulation stable et légiférée et qui est passée, elles ont pas d'obligation. Elles ont pas d'obligation de respecter le PSAN. De le faire. Non, en fait, elles sont elles-mêmes juges de ce qu'elles estiment être un risque ou non pour elles en termes de lutte contre le blanchiment. Donc, il y a un monde dans lequel MiCA passe, toutes les banques proposent du stacking, et refusent toujours les virements. Et refusent toujours les... Bien sûr. Et puis en plus, ça serait un move concurrentiel très intéressant pour elles, bien sûr. Un move concurrentiel, bien sûr. Est-ce que tu penses que les banques peuvent vraiment se réformer de l'intérieur, c'est-à-dire d'elles-mêmes, ou elles vont devoir quand même être accompagnées, typiquement par des agences de consulting, comme tu as pu bosser dessus avec Blockchain Partner, j'imagine? Alors, je pense que c'est toujours possible de se réformer de l'intérieur, c'est juste que c'est très long. Et donc, tu peux accélérer en faisant venir un certain nombre de partenaires extérieurs. Bon, c'est plus cher, voilà, mais c'est tout à fait possible, ouais. Il y a pas de règle, La plupart des banques, aujourd'hui, elles ont toutes recours à des consultants. Okay. Parce que, tu vois, typiquement, quand tu mènes un projet sur la crypto, tu vas être très content d'avoir tes consultants crypto qui viennent t'aider avec une expertise, tu vas être très content d'avoir des avocats externes, etc. Une fois que le projet est fini, tu vas peut-être pas les garder. Donc, voilà, c'est toute la logique du conseil. Tant qu'on parle de banques, j'aimerais qu'on parle un peu de banques centrales, qui, elles, semblent de plus en plus intéressées par ces monnaies numériques. Quel est ton avis, toi, sur la question, les fameuses CBDC? Aujourd'hui, on les attend encore. Donc c'est compliqué d'avoir un avis sur quelque chose qui n'existe pas. À l'heure actuelle, ça reste hypothétique. Alors, on comprend que ça avance quand même, à marche forcée d'ailleurs. Petit à petit. Moi, je m'interroge sur déjà le mandat de la Banque centrale européenne. Alors, si on parle de l'Europe, je connais pas tellement les autres banques centrales, mais est-ce que vraiment ils ont le mandat d'émettre une monnaie numérique
eux-mêmes et sous quelles conditions. Donc voilà, d'un point de vue démocratique, je sais pas tellement comment ça fonctionnerait. Et ensuite, j'ai les mêmes inquiétudes que tout le monde dans le secteur crypto, hein. Donc est-ce que ça va respecter la confidentialité? Est-ce que finalement c'est pas un pied dans la porte pour derrière forcer petit à petit tout le monde à interagir en MNBC? Voilà, est-ce que ça va pas contre les valeurs finalement de décentralisation qu'on défend ici? Alors on l'a vu, on commence à avoir des pays qui arrivent quand même à des époques, notamment en Chine, où je pense pas du tout qu'on est sur un format de monnaie numérique, mais qui commence avec le yuan. On voit un peu pas des dérives, mais que ça peut commencer. Typiquement, le yuan, on arrive vraiment à retracer tout ce qui se passe, tous les échanges, un peu comme de la monnaie classique, mais aussi on imagine, et ça je pense que c'est ça qui commence à faire peur à beaucoup de gens, c'est comme le fameux ticket cadeau qui a une valeur, mais à partir d'un certain moment, quand la date de péremption est dépassée, bah tout simplement cet argent s'efface, ce ticket ne vaut plus rien. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer avoir en Europe? Ah oui, complètement. Avec les MNBC, ça permet aux banques centrales ou à la banque centrale de programmer la monnaie et donc de faire par exemple de la monnaie fondante. Donc c'est un moyen aussi d'aller faire des actions ciblées, de relancer la consommation, peut-être de faire des relances dans des zones ciblées aussi directement avec les particuliers. Donc je comprends que ça inquiète beaucoup de gens parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude. Maintenant, je suis pas sûre que ce soit ça qui soit particulièrement plus effrayant par rapport au système actuel. Je veux dire, aujourd'hui, la BCE, elle a aussi une politique monétaire, c'est juste qu'on la voit pas. Donc là, effectivement, demain, on peut la voir dans nos téléphones avec un portefeuille MNBC, bon, pourquoi pas. C'est pas tellement ça le vrai problème. Le problème, c'est plutôt que ça poursuit un modèle où la gestion de la monnaie est complètement centralisée chez un acteur, qui la centralise encore plus en émettant une monnaie, qui va donc avoir accès à un certain nombre de données sur une population assez élargie dans la zone monétaire, et qu'on n'a pas tellement de garanties aujourd'hui techniques sur la manière dont ça va être fait, qu'il n'y a pas vraiment de garde-fou en fait. Donc c'est surtout ça qui est inquiétant. Donc pour l'instant, c'est un manque de garde-fou, et quel type de garde-fou on pourrait imaginer qui puisse tenir la BCE, la BCE déjà c'est une organisation qui est certes indépendante mais qui n'est pas non plus élue. Donc quand j'entends certains politiciens qui disent Bitcoin c'est pas démocratique et donc c'est privé, la BCE non plus, c'est pas des gens élus quoi, c'est pas démocratique non plus. Donc il y a quand même un vrai sujet là de démocratie, d'ouverture, peut-être d'open source du code aussi, pour savoir comment la monnaie qu'on utilise tous les jours est gérée. Investir dans la pierre, il y a rien de mieux. C'est une phrase qu'on a tous entendue plein de fois partout, notre famille, nos proches, nos amis, nos grand-mère, tout le monde nous en parle tout le temps. Alors, c'est plutôt vrai, c'est un bon moyen de se diversifier et d'avoir des revenus passifs. Mais pas si passifs que ça. Il faut gérer les fuites d'eau, trouver des locataires, éviter ceux qui ne payent pas. En fait, on se retrouve rapidement avec un nouveau boulot à temps plein. Et c'est là que Realty arrive dans le game. En gros, Realty va tout simplement acheter un immeuble ou une maison. Elle va créer une société qui détient et gère entièrement le bien. La société est ensuite tokenisée et les investisseurs achètent des parts de celle-ci. Alors, tout ça est en fait sur la blockchain, tout est traçable et les parts sont accessibles à partir de 50 €, ce qui est assez pratique parce qu'en général, pour acheter un appartement aujourd'hui, t'es obligé d'envoyer un 20 000 € et avoir un crédit, etc. Là, à partir de 50 € directement, tu peux investir, pas besoin d'être millionnaire. Et le mieux, c'est que le lundi, en fait, c'est le jour de paye. Donc les revenus locatifs arrivent directement sur ton wallet en USDC et d'un coup, comme ça, on est devenu un investisseur immobilier sans avoir eu à pousser la porte d'une banque ou de gérer quoi que ce soit, tout est géré directement en ligne. En tout cas, on est toujours super fiers d'avoir Realty en sponsor et on les remercie donc chaleureusement comme d'habitude. Vous avez tous les liens en description pour commencer ou récupérer votre airdrop avec Realty. On se dit à lundi pour récupérer les premiers loyers et tout de suite, on revient à la vidéo. Est-ce que pour toi, une monnaie type telle que Bitcoin pourrait honnêtement remplacer une monnaie fiat comme on a l'habitude de le voir? Alors je pense que c'est théoriquement possible. Okay. Je pense que ça va pas arriver demain. Okay. Et je pense que si ça arrive, on va passer par des moments très désagréables. C'est-à-dire parce que si ça arrive, ça veut dire que l'euro s'effondre quand même. C'est ça que ça veut dire. Une monnaie fiat, donc voilà. Euro, dollar, oui. Oui, alors effectivement, on vit en Europe, donc je pense plus à l'euro, mais quel que soit le pays ou la zone monétaire, ce que ça veut dire quand une monnaie est remplacée par un autre, c'est soit que l'État l'a décidé. J'ai du mal à voir les États en Europe décider demain d'arrêter l'euro, de choisir Bitcoin. Je vois pas trop dans quel monde ça se passerait. Donc si ça se passe, c'est plutôt qu'on passe par une espèce d'énorme crise politique, économique. Un truc catastrophique, le chaos partout en Europe. Est-ce que Bitcoin est la bonne monnaie pour remplacer potentiellement une monnaie fiat? De toutes les crypto-monnaies, oui, je pense que ce serait la meilleure. On parle de finance décentralisées aussi, qui, on le voit, prend de plus en plus d'ampleur. Est-ce que ça fait peur aux banques, d'après toi? La finance décentralisée, aujourd'hui, non. Plus tard, non, parce que c'est tout petit. Donc elles le voient plus comme une sorte de gadget.
Okay. Je pense que Bitcoin peut commencer à leur faire peur parce qu'il y a des ETF Bitcoin, parce qu'elles sentent qu'il y a une opportunité de revenus et que si elles n'y vont pas, elles vont passer à côté de quelque chose et donc elles vont perdre des parts de marché. C'est pour ça que ça leur fait peur. Ça leur fait un peu peur parce qu'elles voient aussi qu'il y a toute une partie des revenus qui vont passer sur blockchain et plus sur les flux bancaires habituels. Donc ça leur fait peur. Voilà. Mais la DeFi, en fait, la DeFi, ils considèrent que c'est comme Bitcoin il y a 10 ans, quoi. Donc c'est un joujou. C'est un tout petit truc. Un jour, ça va être régulé et puis quand ça sera régulé, elles pourront s'y mettre. Là, on s'y intéresse. Ouais. Est-ce que le futur de la blockchain passe par la DeFi pour toi ? Je pense pas que la DeFi telle qu'elle existe aujourd'hui représente le futur de ce que tu appelles la blockchain je sais pas exactement ce que tu entends par la blockchain, mais j'imagine que ce que tu veux dire c'est est-ce que finalement la DeFi va prendre une place énorme à l'avenir dans notre secteur ? Est-ce que les cryptos, la blockchain peuvent se démocratiser grâce à la DeFi ? Non, je pense pas. Je pense que ça peut aider dans certaines périodes de bull run parce que tu peux avoir des taux très attractifs et donc il y a des gens qui viennent par appât du gain. Bien sûr. Donc ça aide à ramener du monde. Bon, je sais pas si c'est pour des très bonnes raisons, mais je doute franchement qu'à terme la DeFi soit le meilleur vecteur pour ramener du monde parce que on voit aussi dans la DeFi les mêmes défauts que dans la finance traditionnelle. Okay. C'est-à-dire qu'on va créer en gros des produits dérivés et ça tombe. Voilà, et donc il y a beaucoup de choses qui s'imbriquent dans la DeFi avec des risques systémiques qui sont importants et donc je pense que ça va prendre beaucoup de temps pour qu'on ait une DeFi qui soit stable et structurée et qui puisse prétendre remplacer la finance traditionnelle. C'est vrai qu'aujourd'hui on voit certains agissements de protocoles DeFi, on voit des choses pas très belles, on voit passer des dégènes par là, c'est sûr que ça doit de la décentralisation, pas vraiment décentralisée en fait. Oui, bien entendu. Est-ce que tu penses que les banques ont quand même un intérêt à s'allier avec les cryptos, outre le fait de récupérer des frais parce que voilà ils vont faire investir des clients, etc. Outre, c'est quand même la raison principale. Elles ont un intérêt qui est commercial, qui est financier, parce que quand tu regardes le démarrage des ETF Bitcoin aux États-Unis, ça a fait partie des ETF qui ont eu le plus de succès. Donc forcément pour les banques, ça crée un intérêt économique très clair à s'allier avec les cryptos, ou en tout cas les plus grandes cryptos, parce que ça leur rapporte des revenus. C'est l'intérêt numéro un. Je suis pas sûre qu'elles envisagent qu'il puisse y avoir d'autres intérêts que celui-là. Elles pourraient pas envisager de faire des paiements transfrontaliers via la blockchain, etc. Ah si, mais ça c'est un autre sujet. C'est pas s'allier pour elles, c'est pas les cryptos ça. Pour elles c'est la blockchain. Ah oui, et donc voilà, c'est vrai que c'est deux choses. Elles voient pas le sujet du tout de la même manière. Il y a les cryptos comme actifs d'investissement et ensuite effectivement elles vont travailler certaines sur des sujets de paiement transfrontalier, balance interbancaire pour faire des paiements rapides en interne. Donc il y a des projets comme ça, mais on est sur de l'optimisation de process, donc c'est pas non plus la révolution. On se rappelle de XRP qui d'ailleurs est très souvent en problème avec la SEC, qui de base c'était la promesse, hein, ça fait des années. A priori on est sur la fin, mais sait-on jamais. Je te propose qu'on déborde un petit peu et qu'on aille parler de la régulation et de MiCA. La régulation MiCA aujourd'hui du point de vue des utilisateurs, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose pour toi ? Alors pour les utilisateurs, je dirais plutôt une bonne chose. Okay. Parce qu'effectivement ça met en place un certain nombre de garanties qui fait que si en tant qu'utilisateur tu es floué par une plateforme, tu as des recours possibles. Donc ça c'est une bonne chose. Pour le citoyen, peut-être un peu moins parce que c'est une réglementation qui contribue au fait qu'on a très peu d'acteurs en Europe, en tout cas de gros acteurs sur des métiers clés. Et ça en tant que citoyen qui vit en Europe, c'est pas une bonne chose. Pas une autre chose ? Bah non, c'est pas une bonne chose. Imagine que demain, je sais pas, tous les brokers et tous les exchanges qu'on utilise soient des entreprises qui soient aux États-unis ou ailleurs dans le monde, peu importe, le raisonnement serait le même. On aurait une dépendance. Ça crée une dépendance. Alors tant que tout va bien avec les États-Unis, c'est pas grave. Le jour où ça va pas. Et si un jour ça va pas, là il y a plus de problèmes. Et donc même question, mais cette fois-ci du côté du porteur de projet, du côté de l'innovation. Est-ce que MiCA est une bonne chose ou une mauvaise chose ? Alors non, la réglementation de manière générale est rarement propice à l'innovation. C'est d'ailleurs tout le dilemme de la réglementation. Souvent le régulateur va dire il faut qu'on protège l'utilisateur, faut pas qu'on aille trop loin non plus parce que sinon on ferait l'innovation. Donc c'est toujours la recherche de compromis. Et c'est vrai que la protection des utilisateurs se fait souvent au détriment de l'innovation. Pourquoi ? Parce que l'innovation est rarement le fait des très gros groupes. C'est souvent beaucoup plus le fait de 3 mecs dans leur garage ou de 3 nanas qui montent une boîte. Et ici dans la crypto, si on commence à mettre des barrières à l'entrée très fortes pour pouvoir monter une boîte dans la crypto, nécessairement les 3 personnes dans leur garage qui essayent de monter leur start-up, ça va pas passer. Ça va être beaucoup plus difficile. On a vu une chose apparaître là avec MiCA, c'était les agréments. Typiquement aujourd'hui en France, c'est un sujet dont on a énormément parlé déjà, mais en France aujourd'hui c'est une ou deux entreprises, c'est juste Forge encore. Générale, ouais. Donc il y a une seule entreprise qui a réussi à avoir l'agrément. Est-ce que tu peux nous réexpliquer rapidement ce qu'est l'agrément, en quoi il consiste
bien sûr rapidement, et pourquoi est-ce que c'est aussi difficile de l'avoir aujourd'hui? Il y a plusieurs niveaux de réglementation. Quand on est une entreprise qui propose des services liés aux cryptos, notamment la détention de cryptos pour le compte des clients ou de l'achat-vente, on est obligé d'aller se déclarer auprès de l'autorité des marchés financiers. Et il y a deux niveaux j'appelle ça de déclaration. Il y a un niveau obligatoire qui est l'enregistrement, qui consiste simplement à dire, voilà, regardez, nos dirigeants sont des personnes honorables, et puis on a mis en place des procédures de lutte contre le blanchiment, on va vérifier qui sont nos consommateurs, demander des pièces d'identité, etc., etc. Ça, c'est un premier niveau qui déjà coûte quelques dizaines de milliers d'euros aux entreprises pour se mettre en conformité. Par an? Alors, en tout cas, au début, tu vas avoir, 30 000, 40 000 euros de frais d'avocat. Au début. Début. Bonjour l'AMF, voilà, 40 000 euros. Ouais, c'est ça. Alors après, t'as des avocats un peu moins chers, d'autres un peu plus chers, mais enfin, dans l'idée, c'est à peu près ça. Et ensuite, effectivement, tu vas avoir un coût annuel parce que tu vas être obligé d'avoir un responsable compliance en interne. Si tu fais les choses correctement, en tout cas. Sinon, de toute façon, tu iras pas très loin. Okay. Donc tu as des coûts annuels qui sont induits par cet enregistrement. Et ensuite, si tu veux passer l'agrément, ce qui se passe, c'est que tu vas donner des garanties supplémentaires. Par exemple, tu vas passer un audit de cybersécurité. Pour montrer que, voilà, ton système d'information est solide, pour montrer que tu as des contrôles internes. Tu vas montrer que tu as bien une assurance, responsabilité civile. Voilà, tu as un certain nombre de garanties en plus qui font que c'est beaucoup plus dur, que ça coûte beaucoup plus cher et qu'aujourd'hui, il y a par exemple pas mal d'entreprises en France qui ne vont jamais avoir l'agrément. Ils ne vont jamais passer le... Non, parce qu'en fait, ils sont trop petits. Je veux dire, quand t'es un tout petit exchange et que, en fait, il faut que tu payes 100 000 euros pour te mettre en conformité, en fait, tu les as pas. Oui. Donc, sur les trois mecs. Voilà. Donc, tu te revends au rabais ou tu meurs. Voilà. Okay. Donc c'est ça l'agrément, c'est des barrières à l'entrée supplémentaires sur le secteur qui permettent aussi de garantir aux consommateurs que les entreprises sont plus solides et donc elles vont moins risquer de faire faillite si vous achetez vos cryptos chez elles. Alors aujourd'hui en France, on a quand même de belles entreprises qui ont l'enregistrement. Je vais penser à Meria, je vais penser à CoinHouse, à Desblocs. Qu'est-ce qu'une boîte, par exemple, comme Desblocs attend pour avoir justement l'agrément? Est-ce que c'est quelque chose qui est en train d'être fait? Est-ce que vous ne voulez peut-être pas le passer? Ah si, on a bien l'intention de l'avoir, mais comme la plupart des entreprises de la place, tout le monde a très envie d'avoir l'agrément. Tout le monde le veut. Alors je pense qu'il y a des entreprises qui vont même pas tenter parce qu'elles savent qu'elles sont trop petites, donc elles vont essayer de trouver d'autres portes de sortie. Okay. Mais toutes les entreprises sérieuses et suffisamment grandes, donc tu vois les trois que tu as cités, évidemment qu'on veut l'agrément. Donc très concrètement, ça veut dire qu'il y a des dossiers en cours et des discussions avec le régulateur. Qui sont en train d'être faits. Voilà, qui sont en train d'être faits, qui prennent un peu de temps. Combien de temps ils font à peu près? De ce que tu en sais, ce que tu en penses? Quand je regarde pour nous, et puis évidemment, je discute avec d'autres acteurs, j'ai le sentiment que les dossiers mettent à peu près 1 an. C'est long. Traité. Donc c'est long. C'est long. C'est au 1er janvier que ça passe, MiCA 2? Alors c'est au 1er janvier effectivement que tu as que tu passes à ce qu'on appelle l'agrément MiCA, donc qui est pas l'agrément AMF, mais qui est la version européenne, on va dire, qui te permet donc qui prime normalement sur l'enregistrement AMF. Exactement. Après tu as certaines entreprises qui ont ce qu'on appelle la clause du grand-père, puisqu'ils ont été enregistrés quand il fallait, et donc ils ont un peu plus de temps pour se mettre en conformité. Ok. Donc à partir de toutes les nouvelles entreprises qui vont devoir se déclarer... Effectivement, si vous créez votre boîte le 31 décembre, voilà, début 2025 par exemple, 1er janvier. Voilà, vous passez directement sous la réglementation MiCA et donc vous allez demander cette licence-là à l'AMF. Donc on parle de 100 000 euros pour le passer l'agrément, plus j'imagine un coût de soutien chaque année. En fait c'est même plus que ça parce qu'en fait tu vas payer 100 000 euros on va dire de frais juridiques, mais après tu vas passer un audit de cybersécurité qui va te coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros aussi. Je sais pas, alors certaines boîtes le font pour 30 000, d'autres pour 70 000. Ouais, donc en fait t'as des coûts qui sont quand même très importants qui peuvent vite se chiffrer en centaines de milliers d'euros. Quelle start-up aujourd'hui de 3 ou 4 personnes dans un garage peut assurer ça? Aucune. Ça existe plus. Mais c'est sur un frein à l'innovation. Oui, mais c'est une volonté du régulateur de dire, en fait, vous avez innové pendant un petit moment. C'était sympa, les gars. Maintenant, cool. Maintenant, vous êtes un vrai secteur. Vous êtes un secteur financier. Et donc, vous allez être régulé comme un secteur financier. Et on va arrêter de rigoler 5 minutes parce qu'il y a des boîtes qui s'écroulent et qu'il y a des investisseurs qui perdent de l'argent. Voilà. C'est vrai qu'on l'a vu avec FTX. Voilà. Et la grande question maintenant, ça va être de savoir quels vont être les acteurs qui vont obtenir cet agrément. Alors, je sais pas quand sortira l'interview, mais est-ce qu'on va voir un certain nombre d'acteurs puristes crypto, tu vois, des pure players comme ce que tu as cité, Desblocs ou nos concurrents, ou est-ce que les premiers à l'avoir, ça va être des banques? Tu disais tout à l'heure que Société Générale l'a eu d'ailleurs très tôt. C'est vrai qu'ils l'ont eu très tôt et on s'y attendait pas quand c'est sorti. Ils l'ont eu très tôt, on s'y attendait pas et d'autant plus que les autres dossiers mettent visiblement beaucoup de temps à être traités. Après c'est la Société Générale, c'est une banque historique. Bien sûr, mais c'est pas parce que c'est une banque qu'ils ont pas eu de dossier à faire. Non mais j'espère bien qu'ils font ça. Ils ont dû en faire des dossiers depuis une cinquantaine d'années, etc. Ils doivent avoir quand même un petit une habitude là-dessus. On espère, oui, ce serait rassurant. Ok, donc compliqué la régulation MiCA. Je répète, c'est juste
pour ceux qui proposent de l'achat ou vente de crypto ou du stockage de crypto au compte de tiers. Alors ça, oui, ça c'est pour la partie, effectivement, en gros, les plateformes d'échange au sens large. Après, tu vas avoir une réglementation qui va se concentrer sur les émetteurs de crypto, notamment les émetteurs de stablecoin. Où là, il y a une réglementation aussi assez forte qui impose un certain nombre de déclarations. Parce que, en gros, l'angoisse du régulateur et puis de la Banque centrale, c'est de se dire, si demain on a des émetteurs de stablecoin et qu'en fait tout le monde utilise des stablecoins euros, des stablecoins dollars partout en Europe qu'on contrôle pas, ça va être un bazar pas possible. Et donc, on veut cadrer tout ça. On veut pas qu'il y ait de risque de fuite monétaire. On veut pas que tous les Européens utilisent du dollar. Et donc, il faut que les émetteurs de stablecoin aient un siège social en Europe. Il faut qu'ils se fassent auditer régulièrement. Et il faut qu'on puisse mettre un veto aussi au-dessus d'un certain volume. On a d'ailleurs vu Circle qui se rapproche de plus en plus de la France. On a pu voir Jérémy Allaire énormément. Même Paolo Ardoino, le CTO de Tether, le CEO, anciennement CTO, mais maintenant CEO, qui avait à un moment dit non, on laisse tomber Mika. On voit qu'il commence à peut-être se rapprocher un petit peu. D'ailleurs, Circle n'a pas l'agrément encore? Circle, ils ont ce qu'on appelle l'EME, donc établissement de monnaie électronique. C'est pas la même chose pour un émetteur de stablecoin. En fait, les émetteurs de stablecoin, ils ont une sorte de double contrainte. C'est la double sentence. C'est effectivement, ils doivent probablement être PSAN aussi, hein, un enregistrement comme tout le monde, mais la plus grosse difficulté pour eux, c'est de devenir EME, donc établissement de monnaie électronique. Est-ce qu'on peut trouver, tu penses, un équilibre vraiment entre régulation des actifs numériques et d'un autre côté, la préservation de l'innovation dans le secteur? Je pense que ça va pas tellement être un équilibre, ça va plutôt être une sorte de rapport de force, avec des acteurs qui vont rentrer dans le rang et qui vont jouer le jeu de la régulation, et puis d'autres qui vont rester un peu en mode pirate, tu vois, et qui vont pas demander l'autorisation. Donc typiquement, ça va être aujourd'hui beaucoup d'acteurs dans la DeFi qui vont rester dans cet écosystème pirate à essayer des choses et à profiter tant que c'est pas régulé. Je pense aussi à certaines crypto-monnaies vraiment anonymes, type Monero, etc., qui commencent à se faire exclure du système réglementé. Donc pour moi, on va plutôt avoir deux écosystèmes qui vont pas tellement se parler, avec un certain nombre de ponts via des portefeuilles en self-custody qui vont permettre d'interagir avec les deux. Quel serait le plus grand défi aujourd'hui pour la régulation des cryptos en Europe dans les prochaines années? Ce serait quoi? Ce serait d'essayer d'aller récupérer tous ces partis un peu pirates qui vont essayer de se développer malgré tout? Ce serait peut-être de continuer à gérer, à laisser une marge de manœuvre pour une innovation? Ou il y en a pas, ils s'en fichent? Non, si, il y en a plein. Je pense que le premier enjeu, avant de réguler davantage, c'est s'assurer que la réglementation actuelle est appliquée. Ok. En fait, aujourd'hui, il y a encore des arnaques dans la crypto, même s'il y a une réglementation. Et donc, il y a un vrai enjeu qui est d'aller chercher les gens qui réalisent ces arnaques et qui sont des escrocs, quoi. Et je pense que c'est très bien d'aller demander aux entreprises d'avoir des licences PSAN, etc. Mais en fait, si derrière, t'as des boîtes qui ont pas de licence et qui continuent à avoir une activité et à solliciter, par exemple, des utilisateurs français pour acheter de la crypto-monnaie chez elles alors qu'elles sont pas régulées en France, en fait, la fameuse liste noire de l'AMF. Voilà, je pense à la liste noire. Mais même sans être sur liste noire, t'as aussi des acteurs qui sont à l'étranger, qui s'embêtent pas avec la réglementation européenne, mais qui viennent quand même chercher des gens. Donc t'as aussi un côté où voilà, faut que le régulateur soit fair-play et fasse appliquer la réglementation, y compris aux acteurs qui font semblant de pas en avoir grand-chose à faire. Donc ça, c'est la première chose. Et après, t'as plein de sujets qui n'ont pas encore été vraiment traités. Je pense au sujet des NFT où la qualification juridique est encore un peu floue. Donc en fait, aujourd'hui, par exemple, sur les sujets de manipulation de marché, quand on parle de NFT, si tu t'amuses à faire de la manipulation de marché avec des collections de NFT, en fait, tu rentres pas vraiment, tu t'es pas vraiment concerné par Mika, voilà, tu rentres pas dans le scope. Pourtant, on se rend bien compte, quand on est dans la crypto, que c'est absolument scandaleux. Et donc là-dessus, il y a probablement des sujets que le régulateur devra aller voir. Et pareil pour la DeFi, on le disait tout à l'heure, il y a des projets qui se disent décentralisés, qui le sont pas. Comment est-ce que le régulateur va pouvoir aller gérer ces projets-là? Je pense que ça va être un truc intéressant à regarder aussi. Alors, ça tombe bien que tu parles des NFT. Aujourd'hui, pour toi, la régulation va vraiment aller gratter la première couche de ce qu'on va dire blockchain, crypto, Web3, etc. Et petit à petit, va ensuite aller dans les différentes niches, que ce soit NFT, DAO, etc. Oui, je pense que t'as un paramètre important, c'est le temps. C'est-à-dire que je me souviens encore, par exemple, du label facultatif pour les ICO qui avait été fait en 2017. Je pense que l'AMF avait dû passer des mois et des mois à concevoir ce label, à savoir ce qu'ils allaient mettre dedans et tout. En fait, à partir du moment où ils l'ont sorti, les ICO se sont effondrés, il n'y en avait plus. Et donc le régulateur, il est pas censé aller réguler une innovation dès qu'elle est là depuis 3 mois. Ça sert à rien. C'est-à-dire, tu passes un temps fou et en fait, c'est juste une hype, ça s'écroule. Voilà. Donc, il faut quand même attendre quelques années. Ils ont pas fait l'erreur avec les NFT? Ils ont pas fait d'erreur? Ils ont pas refait l'erreur avec les NFT pendant Non, ils ont attendu. Après, je pense qu'au moment où les NFT sont arrivés, le secteur était un peu plus structuré.
avec une association qui a aussi permis d'expliquer un peu plus clairement ce qu'étaient les NFT et pourquoi c'était pas exactement la même chose que des cryptos fongibles. Donc voilà, donc il y a vraiment cet enjeu du temps. Et donc là, je pense que ça va commencer à faire un petit moment qu'on voit la DeFi se développer. Donc peut-être que maintenant, le régulateur va pouvoir regarder ce qui s'y passe et savoir quels sont les problèmes à réguler. Ok, donc ouais, si maintenant ils attendent de voir si c'est une mode ou vraiment une trend et que ça va tenir dans la durée. Ouais. On a un autre souci aussi en crypto, Claire, c'est notamment tout ce qui va être l'expérience utilisateur, l'UX, comme on peut l'appeler. Comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour améliorer l'expérience utilisateur dans le secteur bancaire vis-à-vis des cryptos? Alors le secteur bancaire, souvent, il va proposer des cryptos avec la même UX que sa partie bancaire. Bien sûr. Donc il va pas te proposer un vrai portefeuille, par exemple. Il va te proposer une exposition aux cryptos. Okay. Donc l'UX va être quand même relativement simple, je pense, parce que ça va ressembler à ce que tu vois chez ta banque. Tu vas avoir un identifiant de connexion, un mot de passe. Et après, il y a plus une question d'acculturation et d'éducation, parce que c'est sûr que si on te met un onglet crypto tendance dans la tronche avec des cryptos qui font plus 1000% sur la dernière journée et qu'on t'incite à acheter, voilà. Bon, il y a peut-être des sujets là-dessus, c'est pas vraiment de l'UX, mais c'est plus une incitation à l'achat ou à la vente. Mais pour moi, le sujet banque et crypto, c'est pas tellement ça le vrai problème du UX. Le vrai problème du UX, il va être dans tout ce qui est wallet, où là, t'as ces histoires de phrases de 24 mots, enfin voilà. Catastrophique, c'est très difficile. Configurer un ledger, c'est quand même pas simple, même pour des gens qui connaissent un peu la crypto. Vraiment pas. Tu vois, si t'essayes de mettre un pote qui connaît pas la crypto, même sur MetaMask, ça peut là aussi être compliqué. Tu vois, il va se dire, mais attends, pourquoi il faut que je note ces 24 mots? Est-ce que je les mets? Est-ce que je me les envoie par mail? Comment je fais? Et donc, c'est plutôt ça qu'il faut arriver à résoudre. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même des nouvelles solutions aujourd'hui du côté des wallets. Je pense notamment à tout ce qui est MPC, c'est ce qu'on utilise chez Desblocs, mais aussi à ce qui est Account Abstraction sur Ethereum. Il y a plein de solutions comme ça qui vont permettre d'avoir des wallets beaucoup plus faciles d'utilisation et donc de faire venir le grand public dans la crypto sans forcément que ça soit ultra compliqué et qu'il faille les acculturer pendant des heures. Effectivement, les wallets, c'est un vrai souci aujourd'hui, hein, on l'a vu. Comment vous avez résolu, vous, ce problème de wallet? Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est MPC? Alors, MPC, bon, je vais l'expliquer pour des gens non techniques, mais en gros, tu vas diviser la clé en plusieurs parties, dont une partie qui va être sur ton téléphone, une partie qui va être chez le prestataire, donc en l'occurrence chez Desblocs, pourquoi pas une partie qui va être aussi chez un tiers de confiance numérique. Okay. Et ça consiste à dire, seul l'utilisateur peut décider de reconstituer l'ensemble de la clé privée, et donc d'exporter sa clé pour, par exemple, aller réutiliser les fonds qu'il a dans son wallet Desblocs sur son MetaMask, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui est possible. Mais Desblocs n'a à aucun moment la clé privée entière de l'utilisateur. Et c'est ça qui fait que le portefeuille est bien en self-custody et que Desblocs n'a pas accès aux fonds des clients. Est-ce que c'est un peu pareil que le Ledger Recover? Avec la clé divisée en trois, une partie Ledger, une partie ailleurs et Alors, je connais mal le fonctionnement de Ledger Recover, d'autant plus qu'il y avait eu quand même pas mal de sujets avec Ledger Recover. Et puis Ledger Recover, c'est un abonnement, c'est lié à un device physique, oui, donc c'est quand même pas tout à fait le même système. Est-ce qu'il y a des manques aujourd'hui en matière d'accessibilité et de simplicité pour les utilisateurs, outre vraiment que le wallet? Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait faire plus facilement, tu penses? Pour moi, le vrai manque, il est sur l'acculturation. Et je dis acculturation, il y a un double sens, c'est-à-dire à la fois comprendre ce qu'on achète, c'est-à-dire en gros ce qu'est une crypto, tu vois, okay. À quoi ça sert. Et après, il y a une acculturation sur comment gérer son argent. Tu vois, je trouve qu'il y a encore trop de gens qui se disent vas-y, je fais all-in. J'en ai tout. Voilà, j'ai 10 000 euros de côté, je mets 10 000 euros et j'achète que du Solana parce que ça t'arrive des gens qui te parlent de ça? Ça m'est arrivé, tu vois, assez récemment d'avoir justement quelqu'un qui me disait mais attends, moi je veux vraiment mettre, je sais plus, je crois que c'était 20 000 euros dans ce projet qui était un projet qui avait 4 mois, qui était un projet sur du minage. Et en fait, en discutant avec cette personne, je disais mais c'est quand même beaucoup, 20 000 euros. Enfin, peut-être pas pour toi. Après, ça dépend du patrimoine de chacun, mais a priori, pour la majorité des gens, c'est quand même une somme. Et la personne me disait, oui, justement, c'est vachement important pour moi, c'est beaucoup, donc je veux vérifier que je vais bien passer par un outil qui m'autorisera à faire ça, tu vois, parce qu'elle envisageait d'aller sur Desblocs. Et donc, moi, j'étais dans une situation un peu compliquée, parce que je me suis dit, mais attends, évidemment qu'elle est libre de faire ce qu'elle veut avec son argent, et que la liberté financière, en plus, c'est un truc qu'on défend plutôt dans la crypto. On se dit que les gens sont responsables. Et en fait, plus je discute avec un certain nombre de personnes qui arrivent dans la crypto, plus je me rends compte qu'il y a des gens qui sont pas du tout outillés, tu vois, pas du tout, en termes de connaissances pour gérer leurs investissements, pour gérer leur argent et pour investir dans la crypto. Et donc il y a un vrai sujet là d'éducation à l'investissement et à la crypto en général. Alors ça, c'est plus dans la culture peut-être, ou de ce qu'on apprend à l'école de comment gérer son argent, comment gérer ses finances, etc. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'apprend pas.
on arrive, on est largué à 18 ans, le bac en poche, un boulot, etc. Mais on sait pas investir, on sait pas... Moi, ça s'apprenait avant, mais ça s'apprenait uniquement aux femmes, tu vois, c'était les écoles ménagères où on t'apprenait à gérer ton argent du quotidien, ouais, bien sûr. Alors, on t'apprenait pas à faire des investissements dans des ETF, hein, mais bien sûr, ouais. Alors, question, comment toi t'as appris tout ce qui est investissement? Comment tu t'es dit, tiens, je vais commencer à bosser dedans, à avancer là-dedans, etc. Moi, au début, je suis arrivée là-dedans parce que je voulais monter une boîte. Ok. Mais en toute franchise, moi, si la hype à l'époque ça avait été l'IA, j'aurais monté une boîte sur l'IA. Okay. Donc finalement, je me suis retrouvée là-dedans parce qu'à l'époque la hype c'était la blockchain. Et c'est petit à petit en creusant ce sujet que je me suis dit, mais attends, en fait, c'est passionnant. En fait, il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux politiques, il y a plein d'enjeux techniques à comprendre. Des enjeux sociaux aussi. Exactement. Et donc, c'est en regardant tout ça que je me suis dit, en fait, c'est vachement intéressant. J'ai envie de rester là-dedans et de creuser les aspects intellectuels de ces sujets-là. Donc voilà. Donc c'est comme ça que j'y suis arrivée. Et après, ce n'est qu'ensuite qu'a suivi ma réflexion personnelle pour mon investissement à moi. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand j'ai monté ma boîte, j'avais pas d'argent, donc je me suis pas payée pendant un moment. Donc, si tu veux, l'investissement, c'était pas tellement ma priorité. Ma priorité, c'était plutôt de m'acheter un salaire. Voilà. Ouais, et donc, c'est seulement une fois que j'ai eu un salaire, puis qu'on a revendu à KPMG, que là, j'ai pu commencer à me poser des questions de où est-ce que je mets mon épargne. Ok. Comment tu fais aujourd'hui pour... Là, on sort un peu du sujet, mais c'est une question qui me trotte dans la tête, donc je vais en profiter. Comment tu fais aujourd'hui pour convaincre des générations plus âgées je vais pas dire d'investir en crypto, mais de s'intéresser, de comprendre qu'il y a quelque chose quand même derrière. Que ce soit des générations plus âgées ou d'ailleurs des gens de notre âge. Moi, j'essaie pas, hein. C'est-à-dire que j'essaie uniquement quand on me pose des questions. Et quand je vois que la personne en face est curieuse, ou là, tu vois, moi, je partage mon expérience. J'essaye d'avoir une vision qui est quand même assez nuancée. Tu vois, j'y vais pas en mode bourrin, c'est la révolution, c'est la finance. Ça va tout changer. Parce que ça, en fait, ça énerve. Tu vois, la personne en face, elle sent que tu crois pas. Puis en plus, les gens, ils pensent que t'es dans un complot total. Voilà. Et puis en plus, si tu veux, moi, je pense pas que ça soit la révolution de tout sur Terre. Tu vois, il y a quand même beaucoup d'autres sujets que la crypto aussi. Donc, il faut y aller en étant mesuré, en montrant qu'on n'est pas un fanatique. Je pense que ça aide beaucoup. Mais faut pas essayer à tout prix de convertir les gens à la crypto, quoi. Ça, tu orange pile pas les gens. Non, et puis très franchement, moi quand tu vois, je vais voir mes parents parfois, j'ai pas envie de parler avec eux de crypto, tu vois, je parle déjà de crypto toute la semaine. Bien sûr. Je vais pas arriver et dire bah papa, maman, vous voulez pas faire de la crypto, c'est génial, je vais vous expliquer. Non, tu vois, franchement, j'ai autre chose à faire. Effectivement, je suis d'accord. C'est juste qu'aujourd'hui, on est entré un peu dans ce moment de secte où on est là tous à dire il faut orange pile les gens, il faut expliquer aux gens ce que la crypto, etc. Toi, c'est quelque chose vraiment, tu vas essayer de le prendre à contresens, tu vas attendre que quelqu'un vienne te voir? Oui, en fait, moi, c'est très rare. Tu vois, la personne en face de toi, si elle te parle pas de crypto, oui, c'est qu'elle a pas envie d'en parler, en fait. Elle a parlé de crypto, oui. Donc, c'est sûr que c'est tu vois, moi, je vais pas arriver à des cafés avec des copains ou dans des événements, en tout cas hors du monde crypto. Et te mettre à parler de crypto. Imposer mon sujet. Bien tu vois, entendu. c'est quand même, ça c'est du savoir-vivre aussi, ça. Voilà, c'est de la politesse, tu vois, c'est de la base sociale. Donc, Et quelqu'un qui vient te voir, qui te dit, salut Claire, voilà, j'ai vu que t'étais en crypto, on était ensemble à l'école ou je sais pas quoi. C'est quelque chose qui m'intéresse. Je ne connais pas, je ne comprends pas. Alors j'ai vu qu'il y avait ton livre, mais j'aime pas trop lire. Qu'est-ce que tu peux lui répondre? Donc quelqu'un qui cherche des ressources. Qui cherche des ressources. Parce que je savais pour ton livre, c'est pour ça que je l'ai mis en avant. Bah, c'est gentil, merci. Pour quelqu'un qui aime pas lire, si t'aimes pas lire, il y a pas 36 options, hein, c'est les podcasts, les vidéos. Un reportage que je conseille souvent, c'est celui d'Arte. Le Mystère Satoshi, qui est très bien. Qui d'ailleurs est disponible sur YouTube que jusqu'au 1er janvier. Il a été renouvelé de 6 mois. Oui, donc profitez-en, il est pas encore là très longtemps. Donc ça, c'est un très bon reportage pour comprendre un peu les bases, et puis en plus, c'est assez distrayant. Bien sûr, vraiment. Après, il y a plein de chaînes YouTube, tu vois, je peux faire la pub de ma chaîne, ou de la tienne, ou de Grand Angle, ou de plein d'autres. Aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de contenu en ligne pour... c'est vrai qu'on a une chance en 2024, c'est que c'est facile. C'est ça, tu vois, nous on arrive en 2015, les ressources sur la crypto, t'avais bitcoin.fr, et c'est tout. T'avais rien d'autre. Il y avait déjà Marco. Et en 2017, je crois qu'il y a eu Ethereum France, qui était un site sur Ethereum. Voilà. Ok. Il y avait Owen qui avait déjà... Il y a Owen qui commence à arriver, en 2017, je crois. Donc oui, c'est arrivé vraiment petit à petit. C'était pas aussi facile qu'aujourd'hui, on a des newsletters, des podcasts. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi je ferai une liste de 5 ou 6 chaînes YouTube, et puis je dirais, vas-y, c'est parti, quoi. Et quelqu'un qui aime lire mon livre? Et puis quelqu'un qui aime lire, voilà, effectivement, il y a mon livre, il y en a plein aussi qui ont été publiés. J'en profite, tu peux nous reparler un petit peu de ton livre. Là, t'as ressorti une nouvelle version il y a un mois avec Alexandre. Qu'est-ce qui a changé? Alors, je rappelle juste, je vais te laisser en fait le... le titre c'est Bitcoin et crypto-monnaie facile. Ok. Donc on l'a vraiment pensé comme un ouvrage destiné aux débutants. Donc typiquement l'ouvrage que tu veux offrir à tes parents à Noël, si t'as envie qu'ils s'intéressent au sujet sans être un gros relou, tu peux leur offrir ça. Bon timing.
Voilà, bon timing. Et c'est un livre qu'on a pensé en disant, nous, ça fait des années et des années qu'on fait des conférences sur ce sujet-là. Et on est frustré parce que finalement, il n'y a pas d'écrit qui reste. Tu vois, on a parlé à beaucoup de gens, mais on a envie d'en faire quelque chose d'écrit qui restitue un peu tout ce qu'on a pu dire sur ce sujet ces dernières années. Et ça de manière accessible, facile, structurée, voilà, pour le grand public. Et avec une autre exigence, c'est qu'on voulait pas parler de prix. C'est-à-dire qu'on voulait pas dire, voici comment investir, voici comment trader. Parce qu'en fait, quand on regardait les livres dans le paysage, il y avait que des bouquins sur trader la crypto, investir en crypto, comment faire, comment trader la crypto pour les nuls, je sais pas quoi. Et donc nous, on voulait surtout pas faire ça, et on voulait justement un livre qui permette aux gens de comprendre la crypto, et ensuite, s'ils ont envie, ils peuvent se demander comment ils investissent, etc. Mais si t'achètes un livre où en fait tu dis comment trader, t'attires des profils qui sont juste là pour l'argent, qui vont zapper ta partie où t'expliques comment ça marche et pourquoi c'est important, qui vont juste regarder ce qu'il faut acheter. Effectivement, voilà. Et là, ça devient compliqué. Et en plus, c'est compliqué parce que c'est très vite caduc quand tu dis ce qu'il faut acheter. Surtout sur plusieurs années, tout de suite. En 2015, quand t'as dû arriver, le top 10, il doit pas beaucoup ressembler à ce qu'on a aujourd'hui. Franchement, il y avait Bitcoin, je me souviens plus du reste. Il devait y avoir Litecoin, peut-être déjà XRP, je me souviens plus. Ouais. J'étais pas là, je ne sais pas. Je vais en profiter, on va faire gagner en commentaire un livre Bitcoin et les crypto-monnaies faciles, donc qui est écrit par Claire et Alexandre Stachenko. Tout simplement, en commentaire, mettez-nous à qui vous voulez l'offrir pour Noël. Ce sera bien, ça tombera à la même période en plus. Comment c'est d'écrire un livre avec Alexandre Stachenko? Parce que je vais aller dans le fond de ma pensée, mais parce que je vois les articles qu'il écrit, j'ai encore en tête le fameux article Bitcoin et écologie, voilà. Donc je me dis, peut-être qu'à tout moment dans un script, il s'est aussi envoyé sur c'est même plus un paragraphe, c'est une dissertation sur des sujets qui n'en méritaient peut-être pas. Ah bon, tu crois? Beaucoup. Non, bon, plus sérieusement. Alors, il se trouve que quand on a commencé à écrire le livre, ça faisait quand même plusieurs années qu'on bossait ensemble. Donc, je connaissais déjà un peu le personnage, lui me connaissait aussi, on connaissait les défauts et les qualités de chacun. Donc, il n'y a pas tellement eu de surprise dans l'écriture de cet ouvrage. Ça s'est passé comme ça devait se passer. C'est-à-dire que, effectivement, moi, j'ai plutôt géré la relation avec l'éditeur, géré la structure du livre, le chapitrage, et puis après, essayer de cadrer quand Alexandre écrivait beaucoup sur certaines parties pour que ça rentre, dans le sommaire qu'on avait prévu. Mais pour être honnête, c'était un moment assez difficile parce qu'on était chez KPMG quand on a écrit la première version du livre. Donc on bossait à plein temps, puis quand t'es directeur chez KPMG, c'est un gros plein temps en plus. Donc oui, quand il s'agissait d'écrire le week-end, ça fatigue, on n'a pas envie, on n'a pas envie, exactement. Donc on avait même fini par avoir recours à une aide, en fait, à quelqu'un qui venait nous aider pour l'écriture. C'était pas inintéressant parce que c'est une personne qui connaissait pas du tout la crypto, et donc ça nous forçait à avoir un langage vraiment très accessible aussi pour pouvoir expliquer dans le livre. Ouais. Et pourquoi avoir fait une deuxième version? Alors parce que la première, si tu veux, la première, elle est sortie en septembre-octobre 2022, donc entre Terra et FTX, tu vois. Ouais. Ah. Donc je te laisse deviner quand même, il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans le aujourd'hui. Donc il y avait, tu vois, on mentionnait FTX 2-3 fois dans le bouquin, donc forcément il fallait quand même le mettre à jour. Et puis en fait il s'est passé plein de trucs en 2 ans. Tu vois, on a vécu un bear market, les NFT se sont écroulés, enfin c'est quand même. Oui, on est vraiment l'écosystème a totalement changé. Voilà. Donc c'était important aussi d'apporter un peu de recul par rapport à ça. Je suis d'accord. Écoute, j'ai pas encore lu la nouvelle version, mais je vais m'y atteler. Aujourd'hui, Bitcoin vient avec tout un tas d'idéologies. On va parler liberté de transfert, liberté monétaire, ne pas avoir d'intermédiaire. Est-ce que toutes ces libertés sont compatibles avec une société comme la nôtre aujourd'hui, au XXIe siècle? Elles sont pas populaires, mais elles sont compatibles. Simplement, elles sont de plus en plus difficiles parce que forcément, tu vas avoir une espèce de combat comme ça entre les États qui effectivement ont plutôt tendance à vouloir contrôler ce qui se passe pour prévenir au maximum les actes criminels, peut-être parfois trop, en luttant, tu vois, contre Bitcoin, contre les messageries chiffrées, contre plein d'outils comme ça. Et puis de l'autre côté, t'as ces outils qui font office de garde-fou, tu vois, de backup. Mais tu vois, on parlait tout à l'heure des monnaies anonymes type Monero. Monero aujourd'hui n'est plus listé sur les plateformes d'échange. Donc ce que ça veut dire, c'est que si tu veux absolument être dans la confidentialité, dans ta liberté, dans ton incensurabilité, etc., il va falloir que tu fasses des efforts assez compliqués quand même pour aller te procurer ce type de monnaie. Donc t'as une espèce de rapport de force comme ça entre les États et ces outils-là. Dernière question, est-ce que aujourd'hui la monnaie telle qu'elle est gérée, elle est bien gérée d'après toi? Ça fait quand même quelques années qu'on nous parle de l'inflation qui va se réduire à 2%. Donc, je pense que même hors de la crypto, il y a une sorte de consensus pour dire que la Banque centrale n'a pas
eu un succès irréprochable dans l'exécution de son mandat ces dernières années. Est-ce que c'est 100% de la faute de la Banque centrale? Ah non, bien sûr que non. Je veux dire, la Banque centrale n'est pas responsable de tout, mais la Banque centrale c'est quand même son mandat et c'est son objectif. Donc si elle ne parvient pas à cet objectif, on est quand même en droit de se demander si elle fait tout ce qu'il faut, si elle a les moyens de remplir cet objectif. Si l'euro dans sa forme technologique est la bonne solution aujourd'hui dans nos sociétés. Donc non, c'est pas parce que c'est pas uniquement la faute de la Banque centrale qu'elle a pas une part de responsabilité forte là-dedans. Eh bien, merci. Juste avant de terminer, j'ai encore des questions, parce que toujours des questions. Alors, tu fais aussi un podcast sur YouTube, qu'on peut retrouver sur la chaîne Unhosted. Quels sont les thèmes qui te tiennent le plus à cœur à travers les épisodes? Alors c'est un podcast qui parle principalement crypto, mais pas que crypto. En fait, je parle pas mal de liberté numérique, de vie privée, de confidentialité et de, tu vois, justement cette espèce de tension, voilà, entre cette volonté de liberté et de vie privée, et en même temps, d'ordre et d'état. Qui sont là, et donc j'invite des gens pour parler de crypto, mais aussi voilà de numérique au sens large. Et c'est hyper marrant parce que ça me permet moi aussi de réfléchir à mes opinions, tu vois, quand j'invite des gens qui me parlent de leur expérience. Tu vois, j'avais invité un mec qui s'était fait fermer tous ses comptes bancaires, par exemple, en Bulgarie, donc il essayait de s'en sortir, notamment avec la crypto. Donc moi aussi, j'apprends des choses en faisant ce podcast-là. Et je mets un point d'honneur à parler très peu du prix des cryptos, justement parce que j'essaye d'avoir une chaîne qui parle des cryptos et qui parle pas de comment devenir riche en 5 minutes. Voilà. C'est un choix qu'on a fait nous aussi sur le Crypto Daily, on fait pas de trading, on ne parle pas d'argent, on dit pas il faut investir, je sens que ça va monter, pas du tout. C'est un peu plus compliqué d'avancer comme ça, je trouve. Hein. Ouais, on est d'accord, surtout quand tu vois qu'en fait ça attire le clic, hein, dès que tu dis comment gagner un crypto va faire x1000, voilà, etc. Comment gagner 1 million en 5 minutes, forcément ça clique quoi. C'est un peu difficile, mais c'est un pari qu'on a pris. Bravo à nous. Est-ce que tu l'as lancé il y a quelques mois, le podcast, il y a 6 mois, 9 mois? C'était en avril, donc ça fait un peu plus de 6 mois là. Un peu plus de 6 mois. Est-ce que tu vois une réussite? Est-ce que tu vois des facteurs clés en sortir? Alors quand on lance un podcast, nous c'est un podcast vidéo, donc le plus grand nombre de vues se fait sur YouTube. Donc forcément ce qu'on regarde c'est le nombre de vues, c'est aussi la rétention des utilisateurs par épisode, le nombre d'abonnés. Donc moi pour l'instant je suis plutôt satisfaite de ces indicateurs là, même si je suis comme tout le monde et je suis comme toi, on veut toujours plus de vues, plus de gens. Donc ouais, n'hésitez pas à venir faire un tour sur la chaîne. On vous met bien sûr les liens en description. À côté de ça, tu fais des conférences? Oui. Alors moins qu'avant, mais oui. Moins qu'avant. Est-ce que ça a un impact durable ou tu trouves que leurs effets s'effacent avec le temps? Tu veux dire sur les gens que j'ai en face? Sur les gens. Oui, ça a toujours le même impact parce que je parle pas exactement des mêmes choses. C'est-à-dire qu'en 2016, je faisais une conférence, c'était qu'est-ce que la blockchain, cas d'usage 1, cas d'usage 2, cas d'usage 3. Oui. Je ferais plus du tout ça aujourd'hui. Donc effectivement, j'essaie aussi d'adapter le discours à l'actualité, aux gens en face de moi. Donc oui, ça a toujours de l'impact, bien sûr. Comment tu fais et c'est la dernière question avant les jeux. Comment tu fais pour jongler entre toutes ces activités, donc vidéaste, et je le sais, ça prend énormément de temps. Tu sors une vidéo par semaine, si je dis pas de bêtises? Ouais, un peu moins, mais entre une toutes les 2 semaines et une toutes les semaines, ouais. Ok, donc comment tu fais pour jongler entre tout ça? Parce que gérer une vidéo, c'est pas facile. Faut gérer l'avant, faut gérer le pendant et le montage. À côté de ça, les conférences, ton boulot full-time chez Desblocs. La chaîne fait partie de mon boulot aussi chez Desblocs, puisque Desblocs est sponsor de la chaîne. Ok. Donc voilà, donc ça, il y a une intersection quand même entre ces deux activités qui est très forte. Mais effectivement, oui, quand t'écris un livre, voilà, tu l'écris un peu à côté. Quand tu fais des conférences, tu les fais à côté. Je dirais que je m'en sors parce que déjà c'est des sujets qui m'intéressent et je pense que c'est vachement important de faire toujours des choses plus facile quand on a voilà, qui sont intéressantes parce que c'est sûr que dès que je dois faire, tu vois, une vidéo sur un truc qui m'intéresse pas du tout, c'est infiniment plus difficile, ça prend beaucoup plus de temps. Et donc j'essaye voilà de faire en fonction de ce qui m'anime moi et ça me permet d'être plus productive aussi. Mais il y a pas de recette magique, hein, juste on travaille beaucoup quoi. Est-ce que ça t'avait manqué la dernière fois qu'on s'était eu en interview, tu avais arrêté de travailler chez KPMG, ouais. Tu étais en freelance. Ouais. En freelance. Maintenant, tu es reparti pendant 1 an et demi, tu t'es arrêté, c'est ça? Ouais, 1 an et 3 mois, ouais, 1 an et 3 mois. Est-ce que tu es contente d'avoir retrouvé le mode de vie, voilà, de full time, je bosse, etc. Est-ce que c'était quelque chose que tu ressentais que t'en avais besoin au final? Oui, en fait, alors au début c'était incroyable hein, la partie freelance parce que justement j'ai retrouvé beaucoup de liberté. Okay. J'ai pu mettre moi les mains dans le cambouis aussi sur des sujets crypto parce qu'avant finalement je faisais que du management donc ça m'a fait du bien aussi de retrouver la technicité des sujets. Le truc c'est qu'au bout de 6-8 mois
j'ai commencé à ressentir un peu de solitude, quoi. Parce que tu vois, j'avais plus d'équipe. Et puis bon, tes clients, c'est jamais comme tes collègues. Donc j'ai eu envie de retrouver une équipe. Et c'est vrai que là, ça me fait beaucoup de bien chez Débloc. D'avoir des gens autour de moi. En plus, c'est en croissance, tu vois, c'est une boîte qui se lance et qui a des super résultats, donc tout va bien, quoi. C'est vachement agréable. Et puis c'est très différent de ce que je faisais avant, parce qu'avant je faisais du B2B, tu vois, j'étais en conseil. Là, je suis passée sur un boulot retail, donc B2C, et donc ça m'apprend des choses très différentes. Et donc c'est hyper stimulant. Ouais. Super. Bah écoute, je te propose qu'on passe au jeu. Ouais, c'est parti. Alors c'est des simples questions, oui, non, pour et contre. Faut juste me répondre vite. La première chose qui te vient par la tête. Ok, vas-y. Pour ou contre une régulation plus stricte des crypto-monnaies? Non, contre. Les CBDC sont-elles une bonne idée? Non. Pour ou contre l'intégration de la DeFi par les banques traditionnelles? Contre. Pour ou contre la décentralisation totale du système financier? Pour. Le Bitcoin est-il plus un actif spéculatif qu'un moyen de paiement? Aujourd'hui, oui. Pour ou contre plus d'éducation sur les crypto-monnaies dès le lycée? Non. Pour ou contre plus d'éducation sur les finances dès le lycée? Oui. Est-ce que l'innovation doit primer sur la régulation? Oui. Les stablecoins représentent-ils une menace pour les banques centrales? Oui. La finance décentralisée est-elle l'avenir des services financiers? Franchement, je sais pas. Pour ou contre l'idée que les crypto-monnaies doivent être entièrement anonymes? Contre. Est-ce que tu accepterais un salaire à 100% en crypto-monnaie? Oui. Est-ce que tu aurais confiance en une IA pour gérer ton portefeuille de crypto-monnaie? Non. Eh ben écoute, Claire, merci beaucoup. C'est la fin de cette interview. Donc je donne pas c'est marrant parce que je donne pas les explications de mes réponses. Non, peut-être une prochaine fois. Okay. Avant de conclure, c'est plus une question, enfin si c'est un peu une question, on a décidé de faire un nouveau truc sur le Crypto Daily. Ouais. Et ça, tu n'étais pas au courant. T'es la première avec qui on le teste. Okay. Je vais peut-être te prendre un vent et ça va être coupé. Vas-y. On prévoit maintenant 2 semaines après la sortie de la vidéo d'inviter l'interviewée en live. Ouais. Pour répondre à des questions qu'ils pourraient avoir, que les gens pourraient se poser après avoir vu l'interview. Est-ce que ça te dirait de participer? Ouais, carrément. Franchement, avec plaisir. Moi, j'aime bien en plus interagir avec les gens dans le chat et tout, donc super. Parfait. On se tiendra au courant là-dessus. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. Donc c'était Benjamin et Claire Balva pour le Crypto Daily. Je vous dis à très vite avec une nouvelle interview ou une nouvelle vidéo. On sort des vidéos à peu près toutes les semaines. Et là-dessus, c'était Benjamin et Claire, je me répète, pour le Crypto Daily. Bye bye.